Cette année, le 9 mai, nous commémorons le 70e anniversaire de la déclaration Schuman. Alors que l'Union européenne affronte aujourd'hui des défis majeurs, il a semblé important pour le Parlement européen de revenir sur cette initiative révolutionnaire qui, le 9 mai 1950, a servi de point de départ à la construction de l'Europe communautaire. Il faut en effet ne pas oublier tous les efforts qui ont été nécessaires, en pleine guerre froide, pour poser les premiers jalons d'un processus d'intégration qui a tant marqué l'histoire de notre continent. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? À la fin des années 1940, alors que les stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore partout visibles et présents dans les consciences, l'heure est à la reconstruction et à la recherche de nouvelles solutions pour unifier l'Europe. C'est l'époque où de nombreux diplomates, des experts, des intellectuels, des responsables politiques, des militants pro-européens multiplient les propositions. En tant que ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, qui est un homme des frontières, n'ignore rien de toutes ces initiatives politiques et diplomatiques. Il sait qu'une partie de l'opinion publique veut la coopération et la paix entre les Européens plutôt que la division et le conflit. Il sait aussi qu'il doit rassurer les dirigeants américains qui sont très favorables à une union plus étroite entre les pays d'Europe de l'Ouest afin de faire barrage à la menace soviétique et à l'expansion du communisme. Enfin, Schuman cherche un moyen concret d'ancrer l'Allemagne dans une Europe démocratique et pacifique. Pour la France, la question de sa sécurité est un élément vital, alors qu'elle sait qu'elle doit désormais renoncer à sa politique punitive vis-à-vis de son voisin. Convaincu que les formules intergouvernementales qui ont été testées jusque-là, en particulier le Conseil de l'Europe, répondent imparfaitement aux défis qui se posent, Schuman choisit une voie tout à fait originale. Sous l'influence de Jean Monnet, qui est chargé de la modernisation et de l'équipement de la France, Schuman décide de se faire le relais et le bras politique du projet en faveur d'un plus grand rapprochement économique entre les pays européens. C'est alors que survient la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. On peut dire que cette initiative est marquante pour au moins 3 raisons. Premièrement, le projet Monnet-Schuman propose d'unifier l'Europe autour d'un noyau franco-allemand. Deuxièmement, il propose de créer une communauté dotée d'une haute autorité supranationale. Et troisièmement, il propose de se limiter au secteur du charbon et de l'acier en comptant sur un effet d'entraînement pour faciliter plus tard une intégration économique générale, puis la création d'une fédération européenne. Alors que les relations de la France sont difficiles avec la République fédérale d'Allemagne depuis sa naissance en 1949, surtout à cause du désaccord persistant entre Paris et Bonn sur le statut de la Sarre, Schuman espère réconcilier rapidement les anciens ennemis. Faire entrer l'Allemagne dans une communauté européenne, à égalité de droit avec tous les autres États membres, doit créer le cadre d'une coopération équilibrée, mettre fin aux discriminations et supprimer les contrôles sur la sidérurgie allemande, tout en rassurant l'opinion publique française. Le transfert, même limité, de souveraineté est une des clés de voûte du pool charbon-acier. Gérer en commun la production de charbon et d'acier des deux pays doit permettre de rendre une nouvelle guerre impensable et d'ailleurs matériellement impossible. Mais ce n'est pas tout. Créer un marché commun pour ces industries de base doit stimuler l'essor économique des pays européens et entraîner des améliorations dans le domaine social. L'exposition évoque à la fois l'accueil réservé à la déclaration Schuman, les négociations diplomatiques qui ont suivi, la signature du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, la ratification du texte et son entrée en vigueur. L'exposition décrit enfin l'architecture institutionnelle de la première communauté européenne et notamment l'Assemblée commune qui, d'une certaine manière, est l'ancêtre du Parlement européen d'aujourd'hui. Enfin, l'exposition rappelle que ce n'est pas par hasard si depuis 1985, la Journée de l'Europe est célébrée chaque année, le 9 mai, en hommage à la déclaration Schuman du 9 mai 1950.
Staying ahead in the battle against coronavirus means Europe has to act fast. But how do you represent citizens fighting a pandemic when your parliament can no longer assemble? When health measures mean MEPs and staff members can't go to work? Just like for millions of other Europeans, work continues, but from home. Thanks to technology and fast-tracked procedures, MEPs are continuing to carry out their core function, passing legislation. By directly adopting proposals in plenary, Parliament is ensuring aid quickly reaches citizens and countries hit by the pandemic. Abbiamo avuto la possibilità di usare degli strumenti per consentire alla nostra istituzione di restare aperta, funzionante. Abbiamo detto che la democrazia non deve essere fermata da un virus e che il processo democratico può essere utile per superare questa emergenza. Committees are convening by video conference, like this meeting of the Internal Market Committee. Here, self-isolating members are debating with Commissioner Thierry Breton on digital issues and challenges that will arise after the coronavirus crisis. On behalf of EPP, Mr. Schwab, you have 2 minutes. De personer, som deltager i debatten, er til stede i Bruxelles, og så kommer vi andre med skriftlig input inden. The monthly plenary sessions are the focal point of Parliament's work. This is when MEPs debate, amend and vote on legislation. Normally held at its Strasbourg home, Parliament is currently meeting in Brussels, even if MEPs aren't in the building. Voting for now takes place online, with most MEPs casting their ballot through a new secure system. Ich bin darüber sehr, sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, in der letzten Woche eine Plenarsitzung abzuhalten, bei der nur wenige Abgeordnete persönlich anwesend waren, aber trotzdem fast alle abgestimmt haben, indem wir eine elektronische namentliche Abstimmung auch aus der Ferne durchgeführt haben. All the members of the European Parliament are working from home. Stay at home is the best way to protect ourselves, but also to our neighbors, to our colleagues, to our family. The European Parliament will continue to work from home for as long as the social distancing measures remain in place. Benvenuti al Parlamento Europeo, il cuore della democrazia del nostro continente. Mi chiamo David Sassoli, sono il Presidente del Parlamento Europeo, sono onorato di essere stato eletto Presidente, di presiedere le sue sessioni, di rappresentare questa istituzione davvero importante per tutti. Il mio obiettivo è di ripagare la fiducia mostrata dai cittadini europei, di avvicinare quanto più possibile il Parlamento alla loro vita. Troppo spesso le istituzioni europee sono percepite come lontane dalle persone che rappresentiamo. Io voglio che questo Parlamento sia un modello di apertura e trasparenza, che possa offrire a tutti gli europei una migliore conoscenza di come le decisioni vengono adottate e soprattutto fare in modo che le decisioni siano importanti per la vita dei nostri paesi e dei nostri cittadini. Nel maggio 2019 200 milioni di uomini, di donne, di giovani, di ragazze si sono recate alle urne per scegliere i propri rappresentanti. Le ultime elezioni europee hanno registrato la più alta affluenza da quando il Parlamento europeo è stato eletto a suffragio universale diretto, a dimostrazione che ormai è universalmente condivisa l'opinione che la nostra voce è importante. Partendo da questo fatto positivo, incoraggiante, è stato un successo democratico, voglio garantire che il Parlamento possa contribuire giorno per giorno alla vita democratica dei nostri paesi. L'Europa sta conoscendo trasformazioni epocali in questo periodo così difficile, i vostri rappresentanti dovranno confrontarsi su temi fondamentali, la disoccupazione giovanile, il cambiamento climatico, i flussi migratori, la rivoluzione digitale, il nuovo ordine mondiale, sono alcuni dei temi che abbiamo sui nostri tavoli. Il Parlamento europeo lavora su tutto questo. Conoscenza e comprensione sono componenti fondamentali del processo democratico. Per questo sono felice che voi siate venuti in visita al Parlamento europeo per vedere e comprendere la democrazia europea, che è un cantiere che dobbiamo rimettere in moto per fare sì che la vita dei nostri paesi e del nostro continente abbia la possibilità di affrontare le questioni che il mondo globale ci presenta. Dunque benvenuti al Parlamento europeo.
Именно тук, в тази зала, членовете на Европейския парламент се срещат, за да разискват и гласуват по въпроси, които засягат всички нас. Да се подобри въздухът, който дишаме, да се гарантира, че нашата храна и питейна вода са безопасни и че в тях няма замърсители. Да се защитят потребителите и да се гарантират по-добри условия на труд. По тези и много други теми парламентът провежда разисквания и одобрява законодателни актове, които подобряват ежедневието на гражданите на Европейския съюз. Нека да вземем за пример правата на пътниците във въздушния транспорт. Това законодателство гарантира правото на потребителите на финансова компенсация, ако техните полети в рамките на Европейския съюз са отменени или закъснеят значително. Тъй като това важно законодателство за защита на потребителите се прилага за цялата територия на Европейския съюз, то предоставя на всички нас, когато пътуваме с самолет, определена степен на сигурност и спокойствие. Подобни права съществуват благодарение на постигнатото съгласие, че някои проблеми могат да бъдат решени най-успешно не на национално, а на европейско равнище. През последните 2 десетилетия Европейският парламент се преобрази от консултативен орган в институция, която реално взема решения. Вземането на решение за това в каква Европа искаме да живеем. Именно в това се състои ролята на парламента. Сега ще помоля колега да ни разкаже какво точно се случва в пленарната зала. Bonjour, bienvenue au Parlement européen. Je m'appelle Pascal Feuillois et je suis huissier de conférence ici au Parlement européen. Nous sommes 65 huissiers de conférence au total et vous pouvez nous reconnaître grâce à notre uniforme spécifique. Notre travail consiste à vérifier qui entre dans la Chambre et à maintenir l'ordre pendant les sessions plénières. C'est pour cette raison que nous devons connaître tous les députés par leur nom et par leur visage. Laissez-moi vous présenter l'hémicycle et vous expliquer ce qu'il s'y passe. C'est en réalité l'un des 2 lieux de réunion du Parlement. L'autre est à Strasbourg, en France, lieu du siège officiel et où les députés se rencontrent 12 fois par an. Ici, à Bruxelles, les députés se rencontrent pour les commissions parlementaires, les réunions des groupes politiques et les sessions additionnelles. La Chambre est aussi appelée l'hémicycle, parce que comme vous pouvez le voir, elle a la forme d'un grand demi-cercle. Chaque député a son propre siège. Ils sont regroupés par groupe, basés sur des alliances politiques et non pas par nationalité. Sur la gauche, vous avez les groupes de gauche, tandis que sur la droite siègent les députés du spectre politique de droite. Lorsque nous, les citoyens européens, nous votons pour les élections au Parlement européen tous les 5 ans, nous décidons directement de qui s'assoit dans cet hémicycle. Les chefs de groupe politique siègent généralement au premier rang, près du président. Allons jusqu'au devant de l'hémicycle, là où le président siège, sous le drapeau de l'Union européenne. En utilisant son marteau, le président peut demander aux députés de faire le silence, de réouvrir et suspendre la séance. Pendant les débats en session plénière, chaque groupe politique dispose d'une certaine quantité de temps de parole en fonction de la taille de son groupe. Lorsque les députés votent des propositions, généralement, ils lèvent juste leurs mains. Cependant, le président peut décider que les députés doivent voter électroniquement. Par exemple, si le vote à main levée n'est pas clair, les députés votent également électroniquement, lorsque les règles requièrent que le vote de chaque député soit enregistré. Nos députés européens insèrent leur carte de vote dans le module de vote sur leur bureau, comme ceci. Puis, ils appuient sur les boutons, ici, pour voter pour ou contre la proposition. Sur les murs, à droite et à gauche des drapeaux, vous pouvez voir 2 grands écrans qui montrent les résultats des votes électroniques. Tous ces votes sont individuels. Bien sûr, aucun député ne peut voter à la place de ses collègues et ils doivent venir voter. En haut, tout autour de la plénière, vous pouvez voir les cabines d'interprétation. D'ailleurs, l'un de ces interprètes va bientôt vous en parler. Обсъждането и приемането на законодателство е една от 3 основни области на отговорност на парламента. Другите са вземането на решение за годишния бюджет на Европейския съюз и демократичния контрол на другите институции на Европейския съюз. По-голямата част от международните споразумения, подкрепени от Европейския съюз, например споразуменията за свободна търговия, също подлежат на одобрението на парламента. Гласът на парламента прозвучава силно, когато става дума за правата на човека и демокрацията, както в Европа, така и по света.
Разискванията, както и резолюциите, приемани от членовете на Европейския парламент, допринасят за по-голяма осведоменост относно нарушенията на правата на човека. Те са станали повод някои правителства да преразгледат своите действия. Всяка година, от 1988 година насам, Европейският парламент присъжда наградата Сахаров за свобода на мисълта, която носи името на съветския дисидент и физик Андрей Сахаров, на лица или организации, оказали важен принос към борбата за правата на човека. Je suis pratiquement le seul survivant à cause de cette concurrence dans un premier temps du Maghreb et quelques années plus tard, l'Asie. On s'est dit, stop, on arrête ce boulot, on passe à autre chose. Dans les années 80 jusqu'à 82, on a arrêté la grosse production, l'atelier. Disons à l'époque, il devait rester 30 ou 40 personnes. On est passé à 2-3 personnes, mes deux frères et moi. De 500 pantalons jour, on est tombé à 500 pantalons année. Ça a duré des années. Mon fils, Julien, a dit « Papa, j'ai une envie de reprendre. » Waouh! C'est fabuleux, c'est une fierté, un honneur. On ne peut pas trouver mieux. L'Union européenne, les fonds leaders nous ont donné à peu près environ 60 000 €. Et ça nous a permis de faire un bel atelier. Ça a énormément aidé au développement, à la rapidité du développement. En 2 ans et demi, on a embauché 12 personnes. Et l'an prochain, je pense, si vous revenez nous voir, on aura pratiquement plus que doublé les locaux. On fait nos jeans, laine, les moutons d'ici. Le chanvre, il est cultivé sur les plateaux. On n'a plus d'handicap comme avant, on n'est plus isolé. Grâce à Internet, on est au centre du monde. On doit dépasser les 35 nationalités. Chine, Russie, Afrique du Sud, c'est vraiment le monde entier. Et que ça dure. Investiții din creditare sunt inexistente la noi în țară. Este pentru ferme mai mari, adică ferme foarte mari, iar investiții din propriile surse ar fi foarte mici. Accesând fondurile europene, a ajutat foarte mult. Am construit cele 3 solarii pentru legume, am forat un puț pentru apă necesară irigațiilor. Ferma s-a dezvoltat fulminant. Noi, pe timp de iarnă, aveam foarte multe legume, adică acele care se puteau depozita pe timp de iarnă. Însă acum începem, practic, din luna ianuarie. Lucrăm toți membrii de familie și din afacerea asta trăim. Este chiar foarte important să lucrăm în familie, pentru că ne ținem familia unită. Faptul că băiatul s-a întors acasă este un lucru extraordinar și chiar un lucru foarte rar întâlnit. Ca să se întoarcă un tânăr specialist, școlit în domeniu, să-și facă propria firmă la sat, este un lucru destul de rar la noi întâlnit. Când mă trezesc dimineața, de-abia aștept să plec la muncă pentru că parcă mă odihnesc psihic la muncă. Într-adevăr, seara revenim acasă obosiți fizic, dar dimineața ne revenim. Noi știm să facem agricultură, ne place ceea ce facem. Då räknar jag med att jag var något så gott som död redan. Ja, vi bor ju som sagt högt uppe i Sverige. Ja, vi är ju inte så många som bor här heller. Vi blir ju äldre och faller bort. Om det finns någon läkare här i närheten av Unes gör det ju inte. Utan man måste ju till Storuman eller ännu längre bort, Lycksele. Dit är det 17 mil. Jag har använt vårdcentralen i ungefär 4 år emellanåt. När jag har behövt ta blodprover. Där tog de prover och som de kollade upp sen och upptäckte att det var
Blodvärdet var inte så bra. Och där upptäckte de att jag hade cancer i grovtarmen. Tack vare vårdrummet kom jag iväg i tid och blev opererad. Bravo, då ska vi lyssna. Vi tar lungorna först och vi tar på ryggen först. Kanske 3-4 gånger per år som jag får en kallelse att jag ska ta prover. Jag vet att det går genom datorer, träffa läkare. Tack vare att vårdrummet som finansieras av EU så har vi ju bättre möjligheter, vi som bor långt ifrån andra läkare. Tack vare det där virtuella hälsorummet så lever jag idag. Erasmus permet d'éduquer, peut-être à évoluer dans une sorte d'ouverture. Je suis européen, je suis français, je suis irlandais, je suis allemand, espagnol. Je suis construit en tant que père, en tant que mari, en tant que chef d'entreprise et j'en suis fier. J'ai eu la possibilité de faire un échange pendant 1 an. Je ne sais même pas que c'était via Erasmus. C'était l'expérience coupée de cordon ombilical avec la famille. Donc on était complètement perdus. Erasmus aussi, l'intérêt, c'est voir ce que c'est une autre vie, un autre pays, une autre culture. En 88, on n'était pas des gens on n'était pas des grands voyageurs. On n'aurait jamais pensé partir une génération plus loin. C'est dans la culture, quoi. He suggested bringing the coal, because we'd coal outside for the fire, and in exchange he wanted to be invited to dinner. That's how we met. J'ai eu la chance, j'ai rencontré ma femme à ce moment-là, donc j'ai eu la chance et qu'elle m'a suivi derrière et qu'au bout de 15 ans en France, on est revenu en Irlande, on ramène toute la famille, femme, enfant, le chien, et on repart autre part. It's extremely enriching for children to have 2 cultures because it opens their minds to so many other things. And all that thanks to Erasmus. It's just made Europe so small, really. O que aconteceu em 2017 foi um incêndio muito grande. As pessoas viram-se cercadas de lume sem poder sair, nem ninguém entrar para nos auxiliar. Caiu aqui, caiu mais a dói, mais nos quintais. O meu sentimento foi que íamos morrer todos queimados. Foi o pior dia. Penso que morreram entre 60 a 70 pessoas na área. No meu restaurante, os danos imediatos foi assim. Eu fiquei com tudo fusco. O cimento com o calor forte estala todo. Quis encerrar o estabelecimento. E os vizinhos, os clientes, e diziam que ela vai recuperar outra vez. E eu disse, não, mas com a idade que eu estou, já não estou para teimar com isto. Andaram a rebocar as paredes, foi? Eu, quando me vi com tudo danificado e sem ter possibilidades de recuperar com o capital meu, fico desesperada. A União Europeia prometeu-me ajudar com 47.000 euros. Espero que gostem da feijoada. Prometo que sim. Ninguém esquece a desgraça, estamos continuando a viver e a melhorar a vida. Estamos a reconstruí-la.